Un tout petit rappel historique sur l'origine du bouclier bleu et sur qui est l'association. À l'origine, le Blue Shield, créé en 1996, partenaire officiel de l'OTAN, dédié à la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, à l'origine. En France, l'antenne est créée en 2001 et s'appelle le Bouclier Bleu. Elle compte aujourd'hui, non pas comme écrit là, 350, mais plus de 500 adhérents, 11 sections locales en France métropolitaine. Et ses missions principales sont former, informer, sensibiliser et intervenir. L'association a obtenu un agrément national de sécurité civile de catégorie A en 2023. Aujourd'hui, le patrimoine français est confronté à des défis grandissants, à la fois humains et climatiques. Les images que vous avez ici, par exemple, sont l'incendie de la cathédrale de Nantes criminelle et des actes de vandalisme sur les statues dans une église d'Angers. Ah, c'est la même. Grâce au groupe de travail de mémoire des sinistres que le Bouclier Bleu a commencé en 2021, on recense maintenant en quantité et en qualité les sinistres sur le patrimoine en France. On sait par exemple qu'en 2021-2022, 63% des sinistres étaient des incendies, dont 31% de ces incendies étaient d'origine malveillante. Ce groupe de travail est bénévole et c'est le premier recensement de sinistres en France. La réserve opérationnelle est créée grâce à l'agrément de sécurité civile, obtenu en 2023. C'est grâce à l'organisation de la réponse à l'urgence, une structure créée dans le Bouclier Bleu, que l'agrément est obtenu. En 2024, l'agrément est renouvelé pour 2 ans. Et le Bouclier Bleu est la 15e association qui dispose de l'agrément de sécurité civile nationale. La réserve opérationnelle, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, un collège d'experts, différentes compétences, variées dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel en cas de crise, avec des compétences diverses qui vont chercher à la fois du côté des sapeurs-pompiers que du monde muséal ou institutionnel, comme les monuments historiques. Les membres sont formés à la gestion d'un sinistre, à la manipulation, au traitement des œuvres en cas de crise. Et enfin, la réserve, c'est des équipiers et des responsables mobilisables sur tout le territoire avec une astreinte téléphonique d'urgence pour les sinistres. La composition. Un collège d'experts constitué d'une dizaine de personnes qualifiées dans les domaines du patrimoine et de la sécurité civile, 27 responsables opérationnels à ce jour et 30 équipiers. Ces chiffres sont amenés à doubler à partir de l'année prochaine parce que des nouvelles promotions sont en cours de formation. La répartition en France. Quelles sont les missions? Pour les responsables opérationnels, qu'on appelle les ROP, ils sont tous d'astreinte téléphonique. Ils sont à même de procurer une expertise et des conseils à distance. Ils assurent la coordination opérationnelle sur site ou à distance, c'est important. Ils sont l'interlocuteur du COS et évidemment, ils gèrent les équipiers. De leur côté, les équipiers sont formés à évacuer les œuvres, procéder à l'évaluation des dégâts, établir des diagnostics. Ils connaissent les traitements d'urgence à mettre en place. Et les équipiers sont également formés à pouvoir prendre le relais du ROP sur site si le ROP ne peut pas se déplacer. La réserve est mobilisable grâce à un numéro d'urgence qui n'est pas encore joignable 24 heures sur 24, mais un jour peut-être. La chaîne d'appel, c'est un responsable qui répond au téléphone, qui assure le suivi de l'opération du début à la fin et qui prend les décisions ou de donner seulement du conseil ou de mobiliser des équipiers sur site. Le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est l'intervention du Bouclier Bleu à Mayotte, au musée de Mayotte.
Donc pour rappel, le musée de Mayotte, le 14 décembre 2024, a essuyé un cyclone extrêmement violent, Chido, avec des rafales de vent allant jusqu'à 250 km/h. Extrêmement rare pour l'archipel, qui d'habitude est plutôt protégé de ce genre de phénomène par l'île de Madagascar. Donc Mayotte, archipel dans l'océan Indien, 2 îles principales, Grande Terre, Petite Terre. Le MUMA est situé en Petite Terre, sur le rocher de Dzaoudzi. Comment s'est déroulé le déclenchement de l'organisation de la réponse à l'urgence? La direction des affaires culturelles de Mayotte et le musée ont demandé assistance au bouclier bleu. La présidence a été sollicitée et le service de la réponse à l'urgence saisi. Avec l'accord préalable de la direction de l'inspection du ministère de la Culture, le BBF a donné son accord pour envoyer une mission sur place. On précise que ce n'est cette fois pas une réquisition du ministère de l'Intérieur ou de la Culture, ça aurait pu l'être. Le 26 décembre, le SRU lance un appel au volontariat aux réservistes formés. 2 équipiers volontaires sont mobilisés. Parallèlement, un appel aux dons est lancé par le bouclier bleu, des dons matériels et aussi financiers. Le SRU est mis en relation avec le COGIC pour intégrer la mission dans le plan Orsec. Les frais de mission et de fret pour le matériel ont été pris en charge par le ministère de l'Intérieur. Et le SRU, de fil en aiguille, avec le COD de Mayotte, le PC de base opérationnel, a pu organiser notre accueil sur place. Et nous sommes partis le 8 janvier, donc près de 2 semaines après le déclenchement de la réponse à l'urgence. Les équipiers réservistes mobilisés, seulement 2 personnes. Emmanuel Latière, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS 06, spécialisé dans la prévention des risques et la gestion de crise. Et moi-même, Charlotte Gomard, conservatrice restauratrice de biens culturels, spécialisée dans les objets ethnographiques et parallèlement en charge de collection de la ville de Châteaubriand en Loire-Atlantique. Des compétences complémentaires entre un sapeur-pompier et une conservatrice restauratrice qui nous permettaient de combiner la réactivité face à des nouvelles situations, les urgences, avec une capacité à adapter, ajuster nos priorités, une grande flexibilité, une adaptabilité pour exploiter les ressources assez pauvres à notre disposition, et humaines et matérielles, une capacité à adapter un seuil qu'on appellera d'acceptabilité professionnelle entre l'idéal qu'on connaît en atelier, en institution, et la réalité à laquelle il faut s'adapter. Et l'acceptation d'une solution dégradée, mais la moins dommageable possible. Et avec tous les deux, une expérience du mode dégradé des situations de crise. Et enfin, on a su apporter une expertise en termes de sécurité et de risque bâtimentaire du côté du sapeur-pompier, et une expertise en conservation des collections, sensibilité des matériaux, altération, etc. de mon côté. Sur place, en termes de logistique, on ne va pas s'étaler. On était logé au camp de base avec les OL et la masque, avec la sécurité civile, ce qui a été une grande chance pour nous parce qu'on a pu profiter de conditions de vie extrêmement confortables qui nous ont permis vraiment de mener une mission optimale parce qu'on était au moins ménagé du côté des conditions de vie, du climat, des températures la nuit, etc., de l'accès à l'eau, à l'électricité. Pour en revenir au MUMA, la situation du musée est un peu complexe. Le musée est composé d'un certain nombre de bâtiments, de terrains annexes au musée, et surtout est situé sur le rocher de Dzaoudzi, qui est une presqu'île de Petite Terre, accessible seulement par une seule route submersible en cas de cyclone. C'est un point stratégique aussi, car c'est le seul passage par barge entre Petite Terre et Grande Terre. Et le musée est donc entouré d'un environnement humide, salin, extrêmement basique, ce qui en fait un milieu très nocif pour les collections, corrosif et bien sûr trop humide. En arrivant sur place, l'état des lieux qu'on a pu constater à ce moment-là, c'était évidemment la perte des toitures totale ou partielle. L'électricité était rétablie seulement dans un bâtiment sur 3. Le musée, malheureusement, avait essuyé un sursinistre le 3 janvier, donc 10 jours après le cyclone. Un épisode de mousson s'est abattu
sur l'archipel. Donc, énormément d'eau ont inondé les collections, même à des endroits qui, à l'origine, n'avaient pas été inondés. C'était le cas notamment de ce que vous voyez à droite, la réserve archéologique. Les pluies ont fini de faire effondrer les faux plafonds dans la réserve et l'eau a coulé abondamment dans toutes les caisses. On a pu constater également que le musée faisait face à un problème de stockage parce que la plupart des zones sans électricité n'étaient pas vraiment utilisables. Les zones de repli choisies avec de l'électricité et donc saines étaient évidemment saturées, y compris les bureaux. Et certains objets volumineux ont dû être laissés sur site, faute de place pour les déplacer. C'était le cas, par exemple, d'un squelette de cachalot monté. Évidemment, on a remarqué, en arrivant tout de suite, que les équipes étaient découragées par la situation, mais au demeurant, avaient quand même effectué un travail remarquable, avaient mené les choses dans le bon ordre et avaient besoin d'un souffle un peu nouveau au travail. Évidemment, Mayotte, pour les collections, ce qu'on remarque en étant métropolitain, c'est un climat délétère pour un peu l'humain, mais surtout les collections. Une chaleur importante d'environ 30 degrés tous les jours, avec des ressentis entre 10 et 15 degrés supérieurs en raison de l'humidité, qui tourne autour de 75 à 90% d'humidité relative dans l'air. Les embruns marins alentour dus à la situation du musée. Évidemment, la pluie due à la saison des pluies. Les zones confinées et sans climatisation aggravaient les risques de corrosion des métaux et de moisissure, développement de moisissure rapide des objets organiques. Au niveau du stockage, il n'y avait plus de place en milieu contrôlé, c'est-à-dire sous climatisation. Il fallait donc composer sans ces espaces, ou en tout cas en priorisant les objets qui pouvaient y avoir accès. Et évidemment, le musée fait face à ce moment-là à un manque de moyens humains en termes de compétences spécifiques et à un manque cruel de matériel, particulièrement d'urgence et de conservation. En arrivant, les premières actions, dès le premier jour de notre arrivée, ont été complètement revues car après 2-3 heures de visite sur site, une nouvelle alerte cyclonique a été déclenchée. Ce qui nous a fait abandonner notre début de diagnostic pour privilégier la mise en place de protections urgentes, en particulier des objets qui ne pouvaient pas être déplacés, mais aussi des objets en réserve dont les bâchages temporaires sur les toits n'avaient pas encore été éprouvés. Par exemple, dans le bâtiment principal qui contenait le minbar que vous ne voyez pas là, mais qui est bâché en bas, un minbar de mosquée, ne pouvait pas être déplacé, la bâche sur la caserne s'envolait avant même le début de l'alerte. Donc on savait pertinemment qu'il allait à nouveau pleuvoir au rez-de-chaussée dans cette zone. On a également improvisé avec les moyens du bord des solutions anti-infiltration d'eau sous les portes avec les matériaux, les gravats qu'on a trouvés un peu partout. Donc on a passé une première journée rapide à mobiliser notre tout jeune réseau sur place pour accéder à du matériel, notamment des bâches, bâcher, et aller se confiner. Une fois que la situation est revenue à peu près à la normale, entre guillemets, on a d'abord constaté que nos mises à l'abri urgentes ont fonctionné. Il n'y a eu aucun surdégât après le deuxième cyclone. Et on a pu commencer à nouveau du début au diagnostic. Le diagnostic, c'est d'abord une évaluation globale de la situation. Ce qui s'est avéré prioritaire, c'était le diagnostic des collections archéologiques qui avaient été presque intégralement inondées le 3 janvier. Pour cela, nous nous sommes basés sur les fiches d'évaluation du programme européen Proculteur pour l'évaluation des sinistres, des objets sinistrés. Mais les fiches ont été révisées par moi pour en faire un tableur interactif plus facile d'utilisation, il nous a semblé à ce moment-là. Ayant accès à l'électricité et de la recharge et donc un ordinateur, on s'est saisi de cet outil. Après un premier grand diagnostic, on a mis en place des traitements pour l'archéologie principalement, c'est-à-dire une chaîne de séchage pour tout ce qui était humide et mouillé. Pour cela, on a dégagé des espaces dans des zones plus ou moins couvertes mais non contrôlées. Et on a aménagé 5 zones.
d'abord une zone de diagnostic que j'effectuais avant d'orienter, de trier vers une autre zone de la chaîne qui se composait comme suit. Une zone pour le séchage superficiel, c'est-à-dire tout ce qui pouvait être mouillé à l'extérieur de sachets ou seulement des caisses qui pouvaient être séchées rapidement. Un véritable séchage d'objets humides ou mouillés. Donc on a complètement étalé sur des étagères, des tables, autant qu'on pouvait des objets les uns après les autres. J'ai montré des gestes aux équipes pour sécher sans abîmer ni les objets ni leur santé au passage, car on a également rencontré des cas de produits toxiques. À droite, par exemple, c'est le traitement, enfin pas le traitement, mais le déballage d'objets en plomb archéologique qui dégage des poussières extrêmement nocives. Une zone sèche pour les caisses à ranger et enfin la réserve initiale qui restait le stockage définitif. On a traité le contenu de 407 caisses pleines. Un problème apparu en cours de route, évidemment, ce sont les moisissures. Moindres que ce que nous avions craint, mais quelques présences quand même. Particulièrement la plus problématique sur le squelette du cachalot qu'on avait bâché. On l'avait bâché pour le protéger des eaux de pluie qui ruisselaient toujours du toit pendant cette saison des pluies. Le toit n'étant toujours pas rebâché, on a laissé la bâche en place. On a essayé par un système de parapluie de surélever pour brasser l'air. Ça a moisi quand même en dessous. Donc là, on a dû faire des traitements d'urgence avec les moyens du bord, c'est-à-dire des produits qu'on n'utilise pas normalement. Mais on n'avait que ça. Donc on a fait comme ça et laissé des consignes comme ça. On a donné les mêmes consignes aux archives qui n'avaient rien d'autre non plus. C'est ça l'urgence. Enfin, sur place, nous sommes quand même restés suffisamment longtemps pour pouvoir avoir des échanges assez longs avec les équipes et ce qui nous a donné le temps de donner du conseil pour d'autres problématiques un peu moins urgentes mais qui concernaient quand même le sinistre. D'autres, encore un peu moins, on profite aussi des compétences sur place forcément qu'ils n'avaient pas, comme la conservation préventive. Moi-même, j'en ai profité pour donner des recommandations d'hygiène et sécurité. Par exemple, on parlait du plomb, il y a aussi les moisissures, il faut s'en protéger. Quelques démonstrations, ce qui ne se fait pas normalement en cas de sinistre. Là, on est quand même dans une situation où le musée n'a pas d'autres moyens sur place de pouvoir effectuer les traitements d'urgence. Donc quelques gestes ont été montrés. Enfin, quelques autres petites actions, mais non moins éprouvantes physiquement. Nous avons aidé à la réception du matériel, grâce à nos accès aux fret de l'aéroport notamment, c'était vraiment d'une grande aide. Et à déblayer de nombreuses choses, comme les cours du musée qui étaient complètement envahis par un certain nombre de gravats, déchets dus au vent. Et la zone, qui est un parking en fait, dans laquelle était stocké du patrimoine industriel, et zone dans laquelle leurs voisins de la Légion étrangère stockaient et se débarrassaient. Voilà. Enfin, il est certain que l'aide au patrimoine aurait été beaucoup plus difficile à intégrer à l'effort global de secours sans la liaison sur place avec la sécurité civile, et particulièrement notre intégration grâce au camp de base, qui nous a permis d'être en contact direct avec un grand nombre d'acteurs de la sécurité civile sur place, de connaître rapidement l'organigramme, extrêmement important au début avec le cyclone, d'accéder rapidement aux informations, au matériel, etc. Enfin, le bouclier bleu estime que les objectifs d'assistance et de secours au patrimoine ont été atteints. Les risques ont été stabilisés pour les collections. C'est la fin de l'urgence, même si le travail continue et va être extrêmement long pour le musée. Le directeur et les équipes se sont montrés satisfaits de notre présence et soulagés par l'aide apportée, ce qui est une grande satisfaction pour nous aussi. Et les dons matériels et financiers ont été assez importants. Côté matériel, ils ont vraiment permis aux équipes d'avancer. Les dons financiers vont aussi permettre de continuer correctement le travail dans un premier temps. Nous estimons donc que c'est une première mission du BBF en tant qu'association agréée de sécurité civile réussie. Je vous remercie. Des questions ?